Bonsoir mesdames et messieurs, comme nous sommes de retour après un mois de Ramadan où l'émission était diffusée à partir de 17h. Cette fois-ci on reprend le créneau de 18h, bien évidemment un 27e numéro, ce qui sera consacré essentiellement au championnat d'Afrique de tennis pour la catégorie des U16. Nous avons avec nous donc le président de la Fédération algérienne de tennis. On parlera également d'haltérophilie avec la qualification de Walid Bidani, le champion d'Afrique et celui qui a raté l'édition de Tokyo parce qu'il était positif au Covid, souvenez-vous. À J-100 donc des Jeux Olympiques de Paris, de l'ouverture, ça sera mercredi. Les préparatifs pour une grande cérémonie, ça sera donc dans 2 jours. Et puis on fera un retour sur le quart de finale de Coupe d'Algérie entre le Wydad de Tlemcen et le Mouloudia d'Alger avec Sidi Ahmed Bouraïb. Et on parlera de la femme arbitre qui a réussi donc à gérer un match intense et riche en rebondissements. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono. Et pour ce 27e numéro, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel président de la Fédération algérienne de tennis, M. Nabil Chariak, qui nous fait le plaisir. C'est sa première émission 52 chrono et ça nous fait le plaisir de l'avoir parmi nous. M. Chariak, bonsoir. Bonsoir. Et Sahaïdek, bienvenue. Merci, je suis très content d'être parmi vous. Je vous remercie pour cette invitation. Moi, on aura l'occasion de débattre un petit peu de ce sport. Bien sûr, un sport très prisé par la jeunesse algérienne, il faut le rappeler. On retrouve également, en attendant le retour du grand Nordine Hanni, à qui on souhaite un prompt rétablissement, on lui dit Sahaïdek également. On retrouve Bdardine Belhadjouja, notre consultant, mais notamment en athlétisme, premier sport olympique, puisqu'il a été fait président de Fédération algérienne d'athlétisme il y a de cela quelques années. Bonsoir, Sahaïdek. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed et puis bienvenue à notre ami président de fédération, Monsieur Nabil Chriak. Et puis bonsoir chers téléspectateurs, ravi d'être parmi vous. Voilà, ravi d'être parmi vous et également ils sont très ravis de nous suivre assidûment tous les lundis. C'est Ahmed Bouraïb, bonsoir. Bonsoir tout le monde, Sahaïd comme encore une fois et toujours ravi d'être sur 52 chrono. Voilà, 52 chrono, l'émission qui vous accompagne depuis 2012, consacrée essentiellement, uniquement, même si on doit parler aujourd'hui de football, essentiellement à l'omnisport. L'omnisport qui a besoin de beaucoup d'encouragement. On va commencer avec le président de la Fédération algérienne qui est venu aujourd'hui à l'occasion de ce championnat d'Afrique qui se déroule à Bass Jarrah, catégorie des U16. Donc un événement que vous organisez, c'est le 2e pour cette saison olympique, il faut le rappeler. Voilà, effectivement, on avait déjà organisé ce championnat l'année dernière et ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Et donc la Confédération africaine nous a donné confiance suite à notre demande, bien sûr, parce qu'on avait raté le titre l'année dernière, mais cette année on y tient et donc tout est mis en œuvre pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Le choix de Bass Jarrah, le cours de Bass Jarrah. Oui, le choix de Bass Jarrah, c'est parce que il y a un cahier de charge qu'il faut respecter, un certain nombre de terrains de tennis, normes, voilà, qu'il faut mettre en place. Des terrains pour la compétition, des terrains pour l'entraînement. Et pour le moment, en Algérie, il n'y a que le club de Bass Jarrah et l'infrastructure d'Oran aussi, qui a été rénovée à l'occasion des Jeux méditerranéens, qui respectent, je veux dire, ce cahier de charge. Bdardine Belhadjouja, vous êtes notre consultant, le tennis qui mérite beaucoup d'encouragement et surtout un grand intérêt de la part de la tutelle et des médias également. Oui, un grand égard. Vous savez, on a eu des tennisman dans le temps. Je me rappelle de pas mal de tennisman qui étaient classés au top mondial. Moi, je souhaite au président vraiment le développement de cette discipline. On a des athlètes doués dans cette discipline. J'espère que ça va aller de l'avant et que vous puissiez développer pourvu que les instances écoutent les techniciens et les présidents de fédération pour qu'il y ait aide. Voilà.
C'est le cas? On est écouté au niveau de la tutelle? Ben oui, bon, la tutelle, elle nous aide, il faut le reconnaître, mais si vous voulez, moi je suis en place depuis 1 an et demi à peu près. C'est un gros chantier. C'est un gros chantier. C'est un sport qui rencontre beaucoup de problèmes au niveau des infrastructures, au niveau même des techniciens. Nos meilleurs techniciens sont partis à l'étranger pour vivre et ils ont de meilleures conditions. Oui. Vraiment, on est confronté à un tas de problèmes. L'autre problème, c'est les appuis ou comment on dit, les sponsors. Surtout. Les sponsors. L'accompagnement, le parrainage. Exactement, c'est un sport qui demande ces appuis, qui demande ce partenariat de partout dans le monde. Oui. Et voilà, donc on essaye d'être visible surtout. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un gros chantier, mais on va essayer de mettre les bases en place et peut-être arriver à se mettre au même niveau que Diapason de ce qui se fait de bien. Les meilleures nations. Ce championnat d'Afrique, alors, vous nous le présentez, plusieurs nations y prennent part? Oui, il y a 16 pays qui sont là sur place. C'est les meilleurs joueurs africains de cette catégorie d'âge. C'est pratiquement les meilleurs. Et donc, le niveau il va être très relevé. Oui. Et le fait d'organiser ce championnat nous permet d'abord sur un plan d'organisation de se roder encore plus pour d'autres compétitions plus importantes encore à l'avenir, comme ça se fait dans les pays qui sont voisins. Et sur un plan technique, ça permet à nos meilleurs de se frotter aux meilleurs africains. Très bien. On va suivre en image. Vous nous mettez l'eau à la bouche. De toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter. Au niveau de la fédération, vous avez un bon secrétaire général en la personne de Sadou Abdelkarim qui a été en athlétisme. Oui. Alors, présentation et surtout début de la compétition. Sarah Derbal était ce matin, elle s'était déplacée au cours de tennis de Bash Jarrah. Elle est revenue avec ses images et ses impressions. Reportage. Une atmosphère chaleureuse, un environnement accueillant et surtout un bon esprit sportif. Rien de mieux pour planter le décor de cette 46e édition des championnats d'Afrique organisés pour la 2e fois de suite en Algérie. Les hôtes de l'Algérie sont ravis et enchantés par la bonne organisation de cet événement. L'ambiance est tellement bonne, l'hospitalité est la règle de l'art chez vous. Depuis que nous sommes là, nous sommes très bien accueillis et ça se passe bien. Bon, malheureusement pour moi, je tombe contre une Algérienne et je viens de battre une Algérienne. Ça, c'est le sport. Je suis vraiment fière de l'accueil qu'on nous a fait ici. D'abord à l'hôtel, oui, on nous a bien accueillis, on nous loge matin, midi, soir. Je suis fière de revoir mes amis et aussi le cours. On a bien préparé le tournoi. Très accueillants. Ils sont très accueillants, gentils. Ils sont là si j'ai besoin de quelque chose. Et ouais, c'est très bien. J'aime bien l'accueil, c'était chaleureux et j'aime bien participer au tournoi ici en Algérie. والله الحقيقة كل شيء محلاه اليوم لعبت أول ماتش الحقيقة شخت و I'm enjoying a lot وكاو يعني كل شيء محلاه كل شيء abnormal والحمد لله. L'organisation c'est bien, c'est agréable, tu es confortable. جيت الباش جراح في بطولات أخرى ما شاء الله التنظيم هائل برشا وهذا يشجعنا باش نجي وكل مرة وين فما فرصة. نحس انه زاد الملاعبية مرتاحين يعني كل شيء صاير في الوقت. اول حاجة نحب نشكر المنظمين متاع الدورة هوني كل شيء مزيان كما تقولوا انتوما تنظيم محكم الاكل الملاعب النزل
معناها الحمد لله استضافة كما تعودنا وكما كل عام مستانس نجي هوني استضافة هايلة برشا. ونحب نشكر الجامعة الجزائرية والأفريقية على التنظيم هذا، كان تنظيم باهي برشا. Habitués à organiser ce genre de manifestations sportives, les responsables travaillent d'arrache-pied pour assurer le bon déroulement de cette compétition. Ces championnats regroupent les meilleurs jeunes africains dans la catégorie des U16, c'est-à-dire les cadets pour d'autres sports. Ça se passe très bien, on est prêt, tout est mis en place et je pense que les délégations sont satisfaites des conditions qui sont sur place. Premier jour du tournoi, le niveau de compétition est plus élevé que la fois passée et les Algériens comptent aller le plus loin possible. Donc chaque année, on voit un niveau qui est encore plus. Hein. Donc c'est pas toujours. Il faut qu'on soit à la page, il faut qu'on prépare nos joueurs, qu'ils soient toujours au meilleur niveau. Donc si on doit comparer, cette année c'est encore meilleur que l'année passée. Hein. Je suis très content d'avoir pu être sélectionné pour jouer au championnat d'Afrique. C'est un peu en Algérie, donc c'est très très bien en plus. J'ai commencé mon match en étant plutôt confiant parce que j'étais favori sur ce match-là. J'ai géré mes points, j'ai bien joué et Inch'Allah, j'irai plus loin et pourquoi pas remporter la compétition. Je viens de finir 2 tournois J-Sanf la Turquie, c'était sur dur. C'est ma première séance sur terre battue. L'année entraînée, Inch'Allah, pourquoi pas Inch'Allah des titres. Un championnat d'Afrique parfaitement orchestré, qui se distingue par son organisation impeccable, offrant ainsi une expérience inoubliable aux joueurs, dirigeants et spectateurs. Alors, le décor est planté apparemment pour une belle édition, ce championnat d'Afrique, avec des objectifs certainement au niveau de la fédération et sur le plan personnel pour les athlètes. Oui, bien sûr. Nous allons jouer ce championnat. D'abord, dans le tableau des filles, c'est pour gagner le titre, un titre qui nous a échappé l'année dernière. Vous savez, on a la joueuse, la favorite de ce tableau, c'est Maria Badèche, qui est dans les 60 mondiaux juniors, alors qu'elle est encore cadette. Mais bon, il y aura certainement une pression à gérer parce qu'elle joue généralement à l'extérieur de l'Algérie. Et là, devant son public, elle va essayer de se surpasser. Donc, il y aura une gestion de l'émotionnel. Oui, je le pense. Sinon, pour les garçons, le niveau est très élevé pour les garçons. Mais on peut faire des surprises. Il y a Kamil Cheboub, un jeune Algérien qui est en France et qui a fait d'énormes progrès. Actuellement, il est dans les 600 mondiaux juniors alors qu'il est cadet. Et puis on a intégré aussi un jeune minime, le deuxième minime africain, Rouli Nasser. Oui. Donc, d'une manière générale, on va essayer d'améliorer le classement individuel des joueurs et d'améliorer notre classement général par équipe aussi à travers ces résultats. Parce que vous savez, ce championnat, c'est pas élimination directe, mais il y aura des tableaux, on appelle des tableaux de consolation, c'est des tableaux pour les places, donc ils auront à jouer chaque jour d'autres matchs pour le classement général individuel. Vous venez de parler, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Les cadettes, chez les juniors, 60e mondial. On a eu plusieurs cas de figure pareils dans différentes disciplines. Comment accompagner ces jeunes pour qu'ils restent dans le même classement, sinon faire mieux chez les seniors, par exemple? Vous savez, c'est pas facile de gérer tout cela. D'ailleurs, moi aussi, je voulais rebondir sur les objectifs. D'abord, toutes mes félicitations à cette fédération qui organise ce genre de compétition parce que plusieurs générations avant celle-ci ont souffert, les générations d'avant ont souffert du manque de compétition, du manque du confrontement avec les autres nations. Donc aujourd'hui, on voit des manifestations de tel genre. C'est extraordinaire parce qu'ils vont s'adapter. Mais personnellement, comment je vois les choses, il ne faudrait pas situer ou avoir des objectifs très hauts. Il ne faut pas les stresser. Il faudrait qu'ils fassent des conditions, ils multiplient les conditions, mais sans qu'il y ait tension, sans qu'il y ait des objectifs. J'ai toujours combattu dans la fédération, au niveau de la fédération d'athlétisme,
pour qu'on ne donne pas les pronostics de résultats quand il s'agit de championnats pour jeunes. Et c'est valable pour toutes les disciplines. Pour revenir à votre question, ça c'est de la gestion. Pourquoi? Parce que scientifiquement, l'athlète a 3 âges. Un âge mental, un âge biologique et un âge réel. L'âge biologique, il faut faire une biopsie pour détecter quel est l'âge de ses os et de ses muscles, des fibres musculaires. Mais il ne faudrait pas faire un surclassement comme ça. Il faudrait d'abord calculer son âge biologique pour pouvoir l'autoriser. Est-ce qu'il est apte à subir une charge d'entraînement plus grande que son âge réel? Et surtout, la qualité de la prise en charge pour l'accompagner jusqu'à la catégorie senior. Effectivement. Et pour qu'il reste. Le gros problème de toutes les disciplines, je dirais pas uniquement en tennis, c'est le passage de junior vers senior. C'est cette tranche d'âge-là qui varie d'une discipline à une autre, de 17 ans à 20 ans. C'est ce passage qui n'est pas pris en charge convenablement chez nous. Ça, il faut le dire. Moi, je voudrais aussi poser une question à notre ami. Après avoir pris cette fédération 1 année et demie, ce n'est pas long. Il faudrait le laisser travailler d'une part. D'autre part, moi, je voudrais bien savoir quelle est la direction à laquelle vous donnez le plus d'importance dans votre organigramme de fédération. D'accord. Donc, pour le plan d'action, nous, notre politique, elle est orientée beaucoup plus vers les jeunes. Vous savez, nous avons un potentiel, un réservoir qui est très riche. Nous avons un calendrier qui commence à partir de 8 ans. Des jeunes de 8 ans, bon, c'est ce qui se fait un petit peu dans le monde, avec des balles appropriées, des balles rouges pour les 8 ans. Après, à 9-10 ans, des balles oranges et puis des balles vertes. Ça a été une découverte dans le monde du tennis. Donc les jeunes, ils commencent à faire de la compétition, mais sans trop de pression. C'est sous forme de jeu à cet âge-là. Et la fédération, notre politique, elle est beaucoup plus axée. Donc on essaie de recueillir plus tard, c'est-à-dire vers 10, 11, 12 ans, ce qu'on appelle les jeunes talents, et essayer de les suivre. Mais toute notre action, elle est ciblée dans cette catégorie d'âge parce que nous savons, à l'heure actuelle et pour le moment, vu les moyens et les structures qui sont en place, nous ne pouvons pas investir pour le professionnalisme. Parce que comme vous venez de le dire, il y a un âge où la transition, elle est difficile. C'est un problème qui est posé même au niveau de la fédération internationale parce qu'il y a des séminaires qui sont programmés pour parler de ça. On a dans le monde des joueurs qui sont dans les meilleurs juniors du monde, champions du monde junior, meilleurs juniors du monde, et puis après, ils disparaissent. C'est vrai. Donc, dans le sport, que ce soit le tennis, d'une manière générale, c'est la transition qui fait... pour éviter la déperdition. Exactement. Il faut savoir faire la transition et ça, c'est pas donné. Il y a aucun pays au monde qui a cette astuce. Donc, pour répondre à Badro, c'est la DGTS, j'ai bien compris. Voilà, j'allais revenir. Je pense que j'ai pas été explicite. C'est-à-dire, dans l'organigramme de la fédération, il y a des directions. Mais quelle est la direction pour développer le tennis? Quelle est la direction? Je sais que vous venez d'être installé 1 année et demie. Je sais ce que c'est. Ce n'est rien du tout. C'est juste prendre. Donc, je vous souhaite un autre mandat pour pouvoir travailler. Par contre, moi, je voulais savoir quelle est la direction à laquelle vous donnez de l'importance pour développer le tennis. Donc, c'est la direction des jeunes talents. Voilà. C'est aussi et c'est important, c'est une sage décision de suivre les jeunes talents et donner de l'importance pour éviter surtout faire le suivi, pour éviter la déperdition. Allez, il était jeune, il était le plus jeune de la délégation à Rio ou à Londres en 2012. Il s'agit de l'haltérophile Walid Bidani et cette fois-ci il a réussi à se qualifier logiquement puisque c'est l'un des meilleurs mondiaux. Il a été 2e mondial dans une édition de championnat du monde. Il avait raté les Jeux de Tokyo en raison du Covid. Il était testé positif alors qu'il était favori au podium. Walid Bidani est arrivé donc le week-end dernier en Algérie après avoir pris part à une compétition Sid Ahmed Bouraïb où il a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ça sera ses 3e Jeux, Inch'Allah. Et comme vous avez dit, Mokhtar, il avait raté les Jeux de Tokyo pour cause de maladie.
Il a une revanche à prendre et ça va sûrement le motiver encore plus puisque c'est une chance de médaille pour l'Algérie à Paris. Et il attend de retrouver sa forme optimale pour un petit peu jouer les troubles faits à Paris avec les meilleurs mondiaux de la discipline. Ça va lever très lourd, on va dire, à Paris. Ah, c'est sûr, ça va être le top des tops. Soulever très lourd. Voici encore un problème, c'est-à-dire garder la forme. D'abord, toutes mes félicitations à cette fédération et puis à cette grosse masse, M. Bidani, là, qui a gagné son ticket pour Paris. C'est très très bien. Maintenant, reste le grand problème, c'est de garder la forme jusqu'en juillet 2024. C'est le problème de la programmation et la programmation de la forme physique. Je l'espère pour lui et pour tous nos athlètes. Voilà, on écoute Walid Bidani à son arrivée à l'aéroport Houari Boumediene. Il est au micro de Walid Farhani. درناها في الاسبوع الاخير تاع رمضان حضرنا في رمضان التحضير كانت صعبه الحمد لله ربي وفقنا وجبنا كاليفيكاسيون 10 الاوائل من 10 الاوائل في العالم نتاهلوا للالعاب الاولمبيه. حنا كان عندنا ضغط باش نتاهلوا تاهلنا متاخرين بسبب الاصابه اللي كانت عندي وكاع لكن الحمد لله دروك خلاص تاهلنا نركزوا على الالعاب الاولمبيه دروك واحد يكون يلعب مستراح. ان شاء الله تاهلنا والاصابات تجاوزتهم فيها خير ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله نكون نحضروا باحسن تحضير ان شاء الله. Voilà, il a bien expliqué Walid Bidani, un autre Walid Farhani, les raisons un petit peu de son équilibre ces derniers temps. Il était blessé et Inch'Allah, il va revenir à son meilleur niveau. Lui qui figurait dans le top 5 des meilleurs mondiaux dans la discipline et c'est rare. Hein. On avait Zman. Oui, c'est extraordinaire. Il y avait deux grands, il y avait Besbas, il y avait. Oui, les gars de Batna. Voilà, Yahyaoui, Besbas, c'était les grands haltérophiles. Champion méditerranéen, champion d'Afrique, champion arabe. Plusieurs fois. Oui. C'était un pôle de développement Batna en haltérophilie. On les salue au passage. On a parlé d'haltérophilie, on a parlé des Jeux. On est à 100-2 dans un tout petit instant. Le compte à rebours va s'inscrire au bas de vos écrans. Donc les Jeux de Paris, c'est là-bas une barre mythique généralement. À chaque jeu, on célèbre. C'est une célébration les 100 derniers jours. Les 100 jours qui précèdent l'ouverture. Les Jeux, effectivement. C'est comme le baccalauréat français. Voilà. 100 jours avant le bac, c'est la même chose. Et cette fois-ci, on le fait en Algérie. On le fait également. Mais ce qui est important, c'est que les préparatifs s'accélèrent. Hein. Moi, j'ai suivi des émissions, s'accélèrent à pas de géant, et puis il y a des répétitions des officiels partout, il y a des volontaires, etc. Ça, c'est extraordinaire. Je pense que ça va être une grande réussite. Inch'Allah. 102 jours, les JO. Mercredi, donc, il y aura la cérémonie des J-100. Un sujet a été préparé par notre ami Halim Maouchi, qui revient un petit peu sur les préparatifs, sur les dernières retouches et ce qui nous attend lors de cette cérémonie des J-100. À 100 jours ou presque de la cérémonie d'ouverture des JO, la flamme olympique va être allumée mardi sur le site antique d'Olympie en Grèce, avant un vaste périple qui l'amènera de l'Acropole jusqu'à Paris, en passant notamment par la Polynésie française. Après 2 éditions gâchées par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021 pour les JO de Tokyo et de Pékin, la cérémonie traditionnelle dans le berceau de l'olympisme retrouvera toutes ses couleurs avec un parterre d'officiels attendus. Dans le sanctuaire d'Olympie, devant les ruines vieilles de 2600 ans du temple d'Héra, la grande prêtresse vêtue d'un costume inspiré de l'Antiquité doit procéder en milieu de journée à l'allumage de la flamme devant quelques 600 invités, dont le président du comité international olympique Thomas Bach.
À 100 jours des Jeux Olympiques de Paris, le pays organisateur tente de rassurer sur la tenue de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, tout en esquissant pour la première fois des plans alternatifs en cas de menace terroriste. Cette cérémonie d'ouverture le long du fleuve de la capitale le 26 juillet, c'est une première au monde. On peut le faire et on va le faire, a dit le président de la République français. Mais il y a des plans B et même des plans C et on les prépare en parallèle, a-t-il déclaré. On fera une analyse en temps réel des risques, a-t-il ajouté. Les options alternatives seraient notamment une cérémonie limitée au Trocadéro, voire rapatriée dans le Stade de France, parce que c'est ce qui se fait classiquement. Une couleur qui détonne dans une enceinte sportive. La piste d'athlétisme violette est en cours d'installation au Stade de France, qui s'offre un lifting avant les épreuves reines de Paris 2024. Un à un, les longs rouleaux de piste tout droit venus du Piémont au nord de l'Italie sont déballés et minutieusement posés sur l'asphalte du stade. La piste surnommée Mondotrack EB se revendique beaucoup plus éco-responsable que dans les précédentes compétitions. Des coquilles de moules pilées ont été utilisées pour réduire la quantité de matière pétrolifère de la piste, composée principalement de caoutchouc. Voilà donc, merci Halim Maouchi pour cette synthèse. Ça nous donne l'eau à la bouche, Abdardine Belhadjouja. Effectivement, quand on voit la couleur de la piste, c'est la première fois, c'est une première, oui, une piste violette. L'évolution des pistes, la cendrée, la piste rouge. Oui. Hein? De la cendrée vers le TUF, ensuite vers la piste d'athlétisme synthétique et puis les épaisseurs aussi. Ouais. Il y a la rapide, il y a la coulée, il y a plusieurs genres. Mondo, je pense que c'est la meilleure firme, ils ont bien choisi, donc c'est importé, c'est carrément importé dans des feux. C'est une piste rapide. Elle est connue pour... je pense qu'il va y avoir des records en athlétisme. Des records du monde, c'est ce qu'on espère assister, surtout lors de ces Jeux Olympiques de Paris. Voilà, les grands événements, ça se prépare. Oui, tout à fait, tout à fait. Chaque compétition, il faut la préparer, un bon plan de... Et bien à l'avance. Bien à l'avance, une bonne planification, on en parlait tout à l'heure. Il faut bien préparer pour avoir la forme optimale le jour J. Oui. Et ça aussi, c'est l'un des mystères du sport. Personne ne détient cette science. Oui. Voilà, donc nous, on a essayé de préparer ce championnat en ayant des stages de préparation et les jeunes, ils ont participé à quelques compétitions. Au mois de février, on avait organisé des ITF juniors, c'est-à-dire des compétitions internationales destinées aux U18, auxquelles ont participé ces jeunes des U16. Ça a été 3 semaines de suite et je pense qu'ils sont prêts pour améliorer le résultat par rapport à l'année dernière. Autre question, Président, ça fait longtemps qu'on parle d'un centre fédéral pour la Fédération algérienne de tennis. Est-ce que c'est fait ou vous attendez d'avoir un centre ou bien comment ça se passe au niveau de la fédération? Oui, donc je vous annonce la bonne nouvelle. Donc on vient de signer un contrat de partenariat avec l'OPLA pour le terrain de tennis, enfin le club de tennis de Ben Aknoun. Le club qui est situé à Ben Aknoun, qui est connu par tout le monde. Donc c'est un acquis pour nous et pour le tennis algérien d'une manière générale. Nous avons besoin de ce centre pour les préparations. Je ne vous cache pas que pour organiser des compétitions, nous devons payer les infrastructures actuelles. Le fait de récupérer ce centre nous permettra d'économiser de l'argent et de l'investir vers les jeunes. Donc c'est un acquis et ça n'a pas été simple. Je dois remercier M. Louali d'Alger, que j'ai vu il y a quelques mois et qui a cru au projet, qui nous a soutenus, je ne le cache pas. Et maintenant, le plus dur reste à réaliser, c'est-à-dire ramener des fonds, essayer de trouver des partenaires. Donc c'est la fédération qui va le gérer? C'est la fédération qui va le gérer, bien sûr. Ce sera un centre de jeunes talents. C'est la fédération qui va le gérer. Il est bien situé à Ben Aknoun.
Voilà. L'endroit idéal. Mais qui demande un peu de rénovation quand même. Peut-être on va essayer de faire une petite salle de sport simple à côté parce que il faut que ça soit complémentaire. Il faut que ça soit un centre moderne. Et opérationnel en hiver également. Exactement. Je ne vous cache pas, j'ai eu une discussion avec le président de la Fédération internationale de tennis et qui est content et puis qui s'est engagé à nous aider un petit peu en matière d'infrastructure. En matière d'infrastructure. Donc voilà, on passe à une autre étape, c'est de le restaurer, d'en faire une fierté, d'autant plus que tous les pays voisins, ils ont leur centre. En Afrique du Nord, il n'y a que la Mauritanie qui n'a pas encore de centre fédéral, mais tous les autres ont le centre. Et je sais, dans quelques années, avec ce centre, on va gravir des échelons et on va se mettre vraiment à la page. Découvrir des pépites surtout. Badro ? Écoutez, d'une part, je suis très content pour la fédération de tennis, mais d'autre part, je me dis la répartition des tâches et des responsabilités. Vous savez, l'infrastructure dans n'importe quelle discipline, c'est l'affaire de l'État. Moi, je sais que intérieurement, ils voudraient bien avoir des centres de tennis un peu partout sur le territoire national pour qu'ils puissent développer cette discipline, pour qu'elle puisse s'épanouir cette discipline, que les jeunes de l'Algérie profitent de ces infrastructures. Donc l'infrastructure fait partie du politique sportif. Donc c'est l'État qui doit octroyer aux fédérations. Mais c'est déjà pas mal. Gérer un centre de tennis, ce n'est pas facile. Voyez-vous, tantôt, notre ami président disait il va falloir faire des rénovations, il va falloir arranger ceci, cela. Or, son objectif, c'est de développer les jeunes talents, c'est d'essayer d'amener les jeunes talents, il l'avait dit tout à l'heure, vers le haut niveau. Donc, il y a quelque part un problème de répartition des responsabilités du plus haut niveau à la cellule de base qui est le club. Parce que la cellule de base d'une discipline, c'est le club lui-même, comment il est géré, comment il fonctionne, etc. Voilà. Et ce dysfonctionnement se répercute négativement, généralement, sur les résultats. Ce problème, il vient de toucher le problème le plus sensible au tennis. Le tennis, le plus gros problème, c'est l'infrastructure. Vous savez, les associations, elles sont domiciliées dans des infrastructures où elles payent la location pour des écoles de tennis, pas seulement pour les joueurs de compétition, mais même pour l'apprentissage, pour des écoles de tennis. Et ce n'est pas à la portée du simple citoyen. Vous savez, vous connaissez très bien les subventions dont elles bénéficient, elles sont très, très minimes, dérisoires. Donc, on est confronté d'abord à ce gros problème. Donc une réforme s'impose dans différentes disciplines. Tout à fait. Alors, un sport qui n'a pas de problème de finance, d'une manière générale, c'est le football, qui se taille la part à du lion et qui fait des jaloux au niveau des autres disciplines. Et il y a une part d'injustice, il faut le reconnaître. Il faut le dire sans rougir. Sans rougir. On est bien maquillés, donc il n'y a pas... Absolument. Le football, on va en parler avec un retour. Une fois n'est pas coutume, on va parler de football sur les quarts de finale et notamment le match que vous avez commenté hier. Vous étiez au stade jusqu'à tard dans la soirée avec Ahmed Laribi pour commenter une belle affiche entre Tlemcen et le Mouloudia d'Alger. Vraiment, Mokhtar, on a assisté à une belle partie entre le Mouloudia d'Alger qui était ultra favori pour ce match et le Wydad de Tlemcen qui a joué selon ses moyens et le Wydad qui arrive même à faire secouer les filets, mais le but est annulé pour cause d'hors-jeu. Le Mouloudia aussi va inscrire un but annulé également pour hors-jeu après intervention de la VAR. Juste avant la mi-temps, Blaili s'écroule à l'intérieur de la surface de réparation, mais l'arbitre indique de poursuivre le jeu avant qu'elle ne soit interpellée à l'oreillette pour aller revoir l'action et finalement elle va changer d'avis et accorder un penalty et Blaili va se charger de se rendre justice. 1-0 donc pour le Mouloudia qui pensait faire le break dans le temps additionnel. Mais suite à ce coup franc de Naïdji Hamidi qui a repris la balle, il était en hors-jeu.
Le but qui a été accordé au début, avant vérification de la VAR. Et en deuxième mi-temps, c'est les changements de Baumel qui apporteront leurs fruits avec le jeune Ouattara, le jeune Ivoirien, qui inscrit le deuxième but. Donc, score final de but à 0 pour le Mouloudia qui rejoint les demi-finales de la Coupe d'Algérie 2023-2024. Et c'est un entraîneur tout heureux qu'on retrouve à la fin du match au micro de Ammar Djemé. Exactement. En coupe, l'important c'est de se qualifier et l'important a été réalisé. Donc on va écouter Patrice Baumel. Je sais que cette équipe de Tlemcen est une équipe séduisante en Coupe d'Algérie. Dans l'histoire, voilà, c'est une équipe de coupe et donc il fallait se méfier de cette équipe. Mais je pense que dans le contenu, on a été intéressant. C'est juste dans la zone de finition où on doit être un petit peu plus efficace, un peu comme à l'image de notre dernier match contre Ouedsouf en championnat. Voilà, qui salue les efforts de Wydad de Tlemcen, une grande équipe, comme il a dit, mais qui a été tenue en respect par l'équipe du Mouloudia d'Alger. Est-ce que c'est encore tôt de parler d'objectifs de doublé, on va dire, pour l'équipe la plus en forme du moment? En tout cas, on peut rêver puisque le Mouloudia domine outrageusement les débats en championnat avec une avance confortable. En coupe, on arrive en demi, donc le rêve grandit. Mais pour Patrice Baumel, on va gérer match par match. On va écouter le coach du Mouloudia. Trop tôt, vous savez, ce mois d'avril va être déterminant. Il y aura... Trop de pression. C'est pas la pression, c'est bien négocier le poste carême, oui. Où on change de façon de s'entraîner, on doit se remettre dans des horaires différentes. Et puis il y a des matchs importants, il va falloir aller à Magra, il va falloir se déplacer à Biskra, il va falloir jouer les derbys qui arrivent aussi. Donc c'est trop tôt, mais pour le moment tout va bien, on fait une saison pleine, mais c'est trop tôt pour parler de doublé ou de titre. C'est trop tôt de parler de doublé ou de titre, il reste modeste. Mais ce qui a attiré votre attention, c'est un petit peu la gestion du mois de carême et l'après-carême. Ah bah oui, tout le danger réside après le mois de carême. Vous savez, les joueurs ou n'importe quelle discipline, c'est-à-dire même les sports individuels tels que le tennis, l'athlétisme, la natation, etc., si on a jeûné, et on a veillé, ça veut dire qu'après le mois de carême, l'organisme doit se réadapter à un autre, si vous voulez, régime, dans le sommeil, la bouffe, etc. Et le danger se situe 10 jours après le mois de carême. On l'avait dit, rappelez-vous, on l'avait dit dans plusieurs émissions. Oui. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai toujours été catégorique. La science ou le sport de haut niveau et jeûner ne marchent pas ensemble. Il faut le dire, de haut niveau. Je ne parle pas de l'animation des petites catégories, etc. Mais le haut niveau, c'est très dangereux. N'oublions pas, ce mois de carême, nous avons perdu 2 joueurs de football. Ouais. Qui jouent en compétition en pleine... Effectivement, en pleine journée. Et ça, c'est vraiment... difficile, c'est vraiment un crime, je dirais, c'est vraiment à l'encontre de nos jeunes. Voilà, il faudrait revoir les choses à l'avenir, notamment les mois de carême à venir, surtout au niveau de la programmation des journées de championnat concernant les jeunes et surtout les catégories, les jeunes catégories et surtout les paliers de championnat. 3e, 4e palier, donc c'est là où un petit peu la programmation fait défaut. Une grosse affiche, donc Wydad de Tlemcen, Mouloudia d'Alger, dominée par les Mouloudiens, malgré les efforts des Tlemceniens, une grande école de Tlemcen, un beau public. Ajouté à cela, une femme arbitre qui a arbitré, c'est une première, quart de finale arbitrée par une femme. C'est une première à ce niveau, c'est un quart de finale de Coupe d'Algérie. Et voilà, Madame Rada qui a maîtrisé le match. Les décisions ont été bonnes. Ce n'était pas évident, surtout que vous savez qu'on le 5 juillet plein à craquer la pression. Mais ça a tenu. D'ailleurs, Patrice Baumel lui a rendu hommage. On l'écoute. A été superbe, donc sincèrement elle fait partie. Oui, mais je la félicite, je lui ai dit, elle a fait partie pour moi des meilleurs arbitres que j'ai pu rencontrer. Elle a été autoritaire et ferme, elle a gardé le contrôle du match
et merci la VAR parce que ça nous aide. Et ce championnat, cela c'est un couple, mais ce championnat mérite d'avoir ça parce que ça aide l'arbitrage et puis ça va calmer un petit peu voilà, toutes les ardeurs. Donc bravo. C'est ce qu'elle a fait, elle a calmé les ardeurs et elle a su maîtriser un sacré vénard comme à l'image de Belaïli. Bah, écoutez, moi je suis agréablement surpris. Vous savez, la présence de femmes, que ce soit pour arbitrer sur les tribunes en tant que spectatrice ou bien officielle à l'intérieur, autour de la piste, si vous voulez, ça va apaiser un peu les esprits de nos jeunes, ça va un peu amener de la gaieté, ça va amener du calme. Hein, parce que, il faut le dire, on voit beaucoup en football, je m'excuse pour les spécialistes de football, entre guillemets, on voit beaucoup plus de problèmes qui se posent au niveau des matchs que dans les autres disciplines. Sports, oui. Dans les autres disciplines, je suppose que même pour le tennis, c'est les familles qui viennent, c'est les anciens tennisman qui viennent, il y a du respect, etc. Je l'espère pour notre football, pour l'avenir. Hein. Et c'est avec ce genre d'initiative, en laissant les femmes rentrer, en laissant les familles rentrer, bien sûr, il va falloir les accompagner, il va falloir les cadrer un peu d'une manière, et puis ça va venir. Nous sommes une population sportive, nous sommes une population qui aime le sport, femmes ou hommes. Une belle jeunesse, vous avez une belle jeunesse. Ouvrant les portes à nos femmes sur les stades, on aura moins de problèmes. Moins de problèmes. Il faudrait que les joueurs, et eux également, à l'image de Belaïli, comprennent qu'ils sont actuellement des symboles pour toute une jeunesse. Donc le comportement sur le terrain est très très important. Il faut éviter un petit peu de trop bousculer l'arbitre. C'est ce qu'il faut faire au niveau des terrains et donner l'exemple aux autres joueurs. Pratiquement personnalité de l'année, Belaïli. Donc il doit donner le bel exemple. Voilà, c'est une bonne chose qu'il a reçu le carton jaune, puisqu'après il s'est concentré sur le jeu et il a obtenu un penalty qu'il a transformé. Donc il a contribué au résultat. Il a contribué au résultat. C'est l'un des meilleurs joueurs actuellement au niveau du championnat national, pour ne pas dire le meilleur actuellement au niveau du championnat. Voilà pour le football. On a été complet, on l'a traité différemment. Le football, comme étant un sport, on revient à notre invité pour le moment qui reste, le quart d'heure qui reste, ou les 10 minutes qui restent de cette émission. 27e numéro, on le consacre aux tennistes, puisque notre invité n'est autre que l'actuel président de la Fédération algérienne de tennis, Nabil Chariak. On a parlé de développement, des jeunes talents, on a parlé de la compétition qui se déroule en ce moment même, à savoir les championnats d'Afrique des U16. À l'avenir, il y aura un avenir proche, bien évidemment, d'autres compétitions de grande envergure, comme l'ITF Junior de Tlemcen. Bien sûr, l'ITF Junior de Tlemcen, il se déroule 2 jours après le championnat d'Afrique. Donc un grand nombre de jeunes africains qui vont participer au championnat d'Afrique, ils vont partir sur Tlemcen. Et au mois de juillet, on a 2 tournois ITF Junior, c'est les U18. Et au mois d'octobre, 2 ITF Junior. On a fait la demande de faire le championnat arabe des U14 en septembre. On n'a pas encore la réponse. Je dois avouer que pourquoi le choix d'organiser ces tournois de ITF Junior, des U18. C'est quoi l'avantage, oui? L'avantage, c'est pour permettre aux U14, U16 et U18 d'y participer et de faire participer le maximum de jeunes joueurs. Parce que le règlement de l'ITF, il permet aux les U14 de participer. Ces tournois qui se déroulent dans le monde, il y a un calendrier de l'ITF, ça va coûter combien si on envoie les meilleurs, par exemple les 4 meilleurs, l'équipe nationale, 4 meilleurs joueurs, alors que si on organise chez nous, on va faire jouer 20-30 jeunes joueurs, et c'est le but qu'on cherche à travers l'organisation de ce genre de tournoi. Très bien. Le terme jeune revient à chaque fois dans vos interventions. On a bien compris la bonne prise en charge des jeunes, l'organisation des compétitions, le corps arbitral, tout ce qui est formation, vous y pensez également? Bien sûr, on a durant l'année des stages de formation d'arbitre. On vient d'avoir dernièrement un stage d'arbitre
internationales. On envoie nos arbitres se participer aux stages à l'étranger. De toute façon, c'est un facteur qui va avec la compétition. On est obligé d'être à la page. On a des arbitres fédéraux, des arbitres internationaux, des arbitres qui officient même à Roland-Garros. On a un bronze badge Belazeri Nassim qui est dans les grands chelems, arbitre de chaise. On a Abdelrahman Chérifa aussi, il est actuellement en Tunisie. Il est très recherché dans les tournois professionnels. Et puis d'autres. Walid Bouachaoui, notre ami, les collègues également. Voilà, Walid, il est green badge. Walid, dans les green badge, on a une dizaine de green badge. White badge aussi, l'actuel juge arbitre du championnat, c'est un Algérien. C'est un white badge, Mohamed Amin. Donc, aussi bien l'arbitrage que la compétition, ce sont deux facteurs qui vont ensemble. Ça nous évite de faire venir des étrangers, de payer de l'argent en plus. C'est des Algériens qu'on forme chez nous et eux, ils forment une autre jeunesse après et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Vous avez réussi à rassembler la famille du tennis algérien après votre venue? Oui, depuis que je suis là, j'essaye. Bon, je pense que il n'y a pas beaucoup de conflits. Vous savez, entre clubs et ligues, je pense que ça se passe partout. Et moi, je suis un rassembleur surtout. Je suis venu, moi je l'ai dit le jour où j'ai été élu, que j'essaie de rassembler parce qu'on a du retard. On ne peut pas arriver comme ça. Satisfaire tout le monde, oui. Voilà, et on rend dispersé. Il faut être solidaire. Si on n'est pas d'accord sur un plan sportif, quand on rentre sur le terrain et on le règle par la compétition, par les résultats. Mais il ne faut pas oublier que c'est du sport et qu'on est différent. Chacun est différent de l'autre, chacun il a ses points de vue et il faut avancer dans le respect, bien sûr. Maintenant, il y aura certainement des blocages, mais bon, il faut essayer de travailler, il faut essayer d'avancer sans tenir compte de ça, essayer de rehausser notre tennis parce que sur un plan continental, on a encore du retard à rattraper. Dardine vous écoute avec une oreille attentive parce qu'il a lui également été président de fédération. Oui. Écoutez, moi je vais pas aller jusqu'à dire je vais conseiller, il est bien placé. Seulement je dirais ceci, le discours de dire je vais rassembler, je vais m'occuper de rassembler la famille du tennis, de l'athlétisme, on l'a entendu souvent. Il y aura, Monsieur le Président, des opposants. Si vous faites une dizaine de mandats, il y aura toujours des opposants. Il ne faudrait pas se focaliser. C'est une perte de temps. Oui, et perdre du temps. Parce qu'un président est élu normalement à partir d'une feuille de route, d'un plan d'action, et l'Assemblée générale est responsable de suivre le plan d'action. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas celui-là, l'autre. Ceux qui veulent s'embarquer dans son plan d'action s'embarquent. Ceux qui ne veulent pas s'embarquer, il faut faire fi. Il faut faire fi pour pouvoir travailler justement, pour qu'il axe ses efforts pour les jeunes talents, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc c'est la vie. La vie, elle est faite ainsi dans n'importe quel domaine. On est toujours critiqué quand on est responsable d'une situation, d'une fédération, d'une responsabilité quelconque. Donc il faut faire fi. Ça a été ma devise. Et je ne sais pas si j'ai réussi, mais moi je dirais que le seul juge de mon mandat, ce sont les athlètes. Quand on rend service aux athlètes, on est au service que ce soit le président, la fédération en entière, le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec toutes ses directions, sont là. Pourquoi on est passé de l'administration sportive vers le management, vers la gestion? On a changé, on a ramené des appellations. Tout ça pour l'intérêt de l'athlète, pour le développement de l'athlète. On est au service. Les structures sportives sont au service de l'athlète. Donc quand vos athlètes vous diront un jour vous nous avez rendu service, c'est toute votre satisfaction, monsieur. Voilà, tout est résumé dans cette manière de gérer une fédération ou une instance quelconque. Justement, la gestion de la carrière d'athlète.
pour les tennisman ou tenniswomen à qui on prédit un bel avenir. Est-ce qu'il y a un programme spécial pour ces jeunes? Je prends un exemple, Maria Badash. Oui, Maria Badash, par exemple, elle est dans les meilleurs jeunes. Comme je vous ai dit, dans les juniors, elle est dans le top 160 à peu près. Maintenant, le palier, pour passer à l'autre palier, il faudrait mettre en place quelques outils. Et je pense que ça va commencer par une réunion entre son staff, la fédération. Et voilà, c'est-à-dire il faut discuter sur le plan de carrière. Parce qu'on ne peut pas... Maintenant, on est à un stade où il faut vraiment avancer. Et le tennis, peut-être d'autres sports aussi. Mais moi, en ce qui concerne le tennis, quand on est à l'approche des juniors, là, c'est une étape. C'est la transition dont on parlait tout à l'heure qu'il faut vraiment bien gérer. On a eu des exemples par le passé. Il y a eu des juniors qui étaient bien classés mondialement. Oui. Et puis, il n'y a rien eu après. Donc, c'est tout... mais il y a les moyens aussi. Moi, je dirais il faut qu'il y ait des moyens. Ces jeunes, il faut qu'il y ait des moyens à côté. Comme ça, on peut les mettre aux mêmes conditions que les meilleurs joueurs du monde. En tout cas, en ce qui concerne, par exemple, Maria, c'est une fille qui est douée. Il faut la voir sur un terrain, comment elle se bat. C'est vraiment... Rouli également. Le fils Rouli également. Rouli, il est deuxième minime également. Il est plus jeune et c'est un jeune qui est très doué aussi. Entraîné par son papa, c'est bien cela. Son papa, mais actuellement, il est à l'académie de la CAT en Tunisie. On l'a mis à l'académie et il est en progrès. Pourquoi? Parce qu'à l'académie, il y a tous les moyens qui sont sur place et c'est ça le but du centre fédéral. Il fait ses études en même temps également? Oui, il fait des études en même temps, des études que l'académie de la CAT a mis en place en ligne c'est-à-dire il y a la partie anglaise, la partie française. Donc tout est en place. Et comme je disais, c'est le but d'avoir ce centre fédéral de Ben Aknoun, c'est-à-dire à moyen terme, peut-être, on va chercher ça, avoir les meilleurs moyens ici pour préparer ces jeunes au lieu d'aller les mettre dans des académies à l'étranger. On a vu, dans le tennis, on a vu ces résultats il y a quelques années dans une académie à l'étranger, donc tu n'as pas toujours les meilleurs résultats. Dernière minute, un message pour la famille du tennis algérien. Vous avez la caméra en face de vous. Oui, la famille du tennis, donc bon, il faut bosser. Il faut rattraper le temps perdu. Moi, il faut que les clubs bossent surtout. C'est pas la fédération qui va élever le niveau du tennis comme on entend à chaque fois, mais il faut que ça travaille au niveau des clubs. Il faut que les clubs soient structurés et les meilleurs entraîneurs et avancer dans le tennis. Moi, je voudrais lancer un appel au soutien à des partenaires, parce que maintenant on a le centre de Ben Aknoun. Je lance un appel aux partenaires pour venir avec nous et discuter, pour nous aider un petit peu et essayer de mettre ce sport au niveau qu'il mérite. Voilà, l'appel est lancé. Merci Monsieur Chériek. Bonne chance dans votre noble mission de président de fédération et bonne chance dans ce championnat d'Afrique et pour l'équipe nationale algérienne. Merci Badro. Merci à vous. On se retrouve lundi prochain. Merci Sid Ahmed Bouraïb également lundi prochain. Je terminerai par souhaiter un joyeux anniversaire à 3 chères personnes. Donc mes 2 filles Roselane et Sofia et la fille de notre ami Sami Nordine, Lina Hamraoui, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2, l'équipe technique. Merci à Saïd Bouhadjoum, le réalisateur, et la script très dynamique Radia Chabia qui nous fait du beau travail tous les lundis. À lundi prochain.